en direct de quelque part, il va me redire le nom de son village, quelque part dans le nord de Montréal, Gilles Verrier. Salut Gilles. Salut Carl, c'est directement de Saint-Émile de Suffolk. Voilà, c'est ça, là, c'est complètement dans l'ouest, donc près de Rivière-Rouge, entre autres. Là. On est vraiment dans l'ouest québécois. C'est très facile à comprendre pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Québec. C'est directement à mi-chemin entre Mont-Tremblant et Montebello, sur la route 323. Alors, Gilles, aujourd'hui, ta présence est, entre autres, parce que tu es quelqu'un de très impliqué, autant au niveau historique, au niveau patriotique. Tu l'as dit dans cette vidéo-là là, que vous avez, que tu as fait avec, tu me rappelleras le nom du monsieur, parce que Jean-Marc va la mettre à l'écran, cette vidéo-là, que j'invite les gens à aller consulter sur ta page Facebook ou ton blog là, que tu vas nous dire en introduction, s'il vous plaît. Quand on veut rejoindre Gilles Verrier et les Canadiens français, c'est quoi qu'on doit faire? Bien, il y a le site officiel de la Fédération des Canadiens français. Alors, c'est très facile à retenir. C'est canadien-franquais. Le cédille ne fonctionne pas dans le canadienfranquais.com. Alors, c'est le site de notre Fédération des Canadiens français. Et puis, la vidéo a été reprise aussi ensuite par le site Internet Vigile, qui l'a mis en première page, naturellement, dans les nouveautés et dans les choses intéressantes à lire et à voir, avec toutefois une mise en garde où est-ce que le webmestre apparemment de Vigile prend ses distances un petit peu par rapport aux positions que nous mettons de l'avant. Et bon, alors voilà, donc comme introduction, c'est un peu ça. La vidéo est faite avec mon petit cousin, qui est Alexandre Verrier, qui m'interviewe. Et puis, c'est 59 minutes et pratiquement 60 minutes, juste 59 minutes et 59 secondes. Et puis, la vidéo est assez intéressante parce qu'elle couvre beaucoup de terrain. Et puis, il y a des images, il y a des bouts d'autres vidéos qui sont incorporées. Il y a des éléments, on va dire, qui viennent renforcer le message qui est envoyé à travers cette vidéo-là. Et jusqu'ici, on est satisfait quand même du nombre de visiteurs qui sont allés la voir. On approche les 300 visites en 3 jours. Alors, c'est quand même satisfaisant pour un sujet comme celui-là, qui est un sujet directement politique en tant que tel, un sujet de politique sérieuse, mettons. Et puis, bon, la vidéo couvre pas mal de terrain. Je ne sais pas par où tu voudrais. Donc, nous disposons de quoi? À peu près 1 heure, Carl, ensemble? Oui, environ 1 heure, Gilles. Puis moi, la première question, et tu voulais réagir là-dessus, cette mise au point là, de l'éditeur Vigile, qu'est-ce qui te dérange, à ton avis, certains nationalistes, ta vision de l'histoire? Parce que moi, juste mon drapeau à l'arrière de moi crée souvent la polémique. Les gens se demandent pourquoi je mets ce drapeau-là plutôt que le drapeau du Québec. Et moi, j'ai cheminé beaucoup sur ce sujet-là, c'est-à-dire les Canadiens français. Moi, il y a un des arguments qui est incontournable. Jeff Molson peut se dire québécois, mais ne peut pas s'identifier comme étant un Canadien français. Et tu reprends dans la vidéo que tu as mentionnée tantôt, comment on a changé le combat des nationalistes au Québec qui défendaient la nation canadienne-française d'Amérique et qui tranquillement s'est provincialisée avec la stratégie référendiste en une question provinciale de séparer la province du reste du Canada. Explique-nous un peu. Ouais. Moi, j'invente rien. On va partir avec la fondation du Parti québécois. Ça commence avec René Lévesque, avec Option Québec, qui publie en janvier 1968 Option Québec. C'est un best-seller. C'est traduit en anglais.
Dans les premières semaines ou premiers mois, il y en a 50 000 de vendus et ça continue. Qu'est-ce que René Lévesque nous dit là-dedans? René Lévesque commence le chapitre 1. Il écrit, le chapitre 1, je ne sais pas si on va bien voir, c'est « Nous autres ». Ouais. Nous autres. On ne le voit pas, il est embrouillé. Là. On dirait bien. que la caméra n'est pas capable de faire le... Ça Mais c'est pas grave. s'intitule « Nous autres ». On le voit, là. Okay. Oui. Alors, c'est qui ça, nous autres? Chapitre 1, nous autres. La deuxième ligne, nous sommes des Québécois. Après ça, suivent 5-6 pages. Il décrit les Québécois. Et qui sont les Québécois de René Lévesque en 1968? Dans les 5 pages qui suivent, il décrit exclusivement des Canadiens français pur laine. Alors, les Québécois, c'est des Canadiens français pur laine à l'origine et rien d'autre que ça. D'accord? Ça ne s'invente pas, ça. Ça, c'est la base du Parti québécois, de l'origine du Parti québécois, qui est en lien avec la tradition canadienne-française qui date d'une résistance depuis la conquête, depuis 1760, depuis 1763, et puis René Lévesque, avec un nom différent qui dit québécois parce que il a décidé avec d'autres progressistes que désormais la lutte nationale pour notre émancipation nationale devrait se situer uniquement dans les frontières du Québec et qu'on devrait laisser de côté les Canadiens français et les Acadiens de l'extérieur. Alors, c'est pour ça qu'il dit québécois. Mais le peuple québécois dont il parle, c'est des Canadiens français pur laine et rien d'autre. On est en 1968. On va se déplacer quelques années plus tard, on va s'en aller jusqu'en l'an 2000, où est-ce que le Parti québécois toujours le même parti, Parti québécois, dirigé à ce moment-là par Lucien Bouchard, avec comme ministre des Affaires intergouvernementales Joseph Facal, en 2000, en décembre 2000, vont voter une loi qui définit une loi à laquelle on donne une grande importance, une loi constitutionnelle qui va définir les Québécois pour une deuxième fois, après René Lévesque. Alors, comment les Québécois sont-ils définis par, on va dire, Lucien Bouchard? Je ne parlerai pas trop, je ne peux pas vraiment parler contre. Le problème, c'est que Joseph Facal, je ne peux pas nécessairement parler contre lui parce qu'il n'est pas responsable. Le responsable de l'écriture de la loi 99-2000, c'est Lucien Bouchard. Il y a toujours un petit malaise à critiquer Joseph Facal parce que Joseph Facal, on ne peut pas trop le critiquer parce que ce n'est pas vraiment sa faute d'avoir été mis aux commandes de l'écriture d'une loi constitutionnelle, donc d'une loi fondamentale pour le Québec qui, dans leur esprit, est destiné à devenir un pays et tout ça, alors que Joseph Facal, que j'aime beaucoup, n'est pas né ici. Est-ce qu'un Québécois francophone, né au Québec, arrivé en Uruguay à l'âge de 7-10 ans, aurait pu être choisi, ou dans n'importe quel pays du monde, aurait pu être choisi pour écrire une loi constitutionnelle? Alors, c'est pour ça que je parle, c'est la première fois que j'en parle, mais je ne parle pas de Joseph Facal d'habitude parce qu'on ne peut pas le blâmer. On ne peut pas le blâmer parce que ce n'est pas de sa faute s'il a été mis là. Et ça nous met dans une position inconfortable parce que si on critique ce qu'il a dit par rapport au Québec, on va critiquer finalement un Québécois d'origine étrangère, mais qui a pris fait et cause pour nous. Mais les constitutions des pays, normalement, ce genre de texte et ce genre de documents officiels appartiennent, la rédaction de ces documents-là appartiennent
à des gens qui sont des natifs et qui peuvent être critiqués sans restriction. Si c'était Lucien Bouchard qui l'avait écrit, j'aurais pas de peine à tomber à bras raccourcis sur Lucien Bouchard, qui est une vieille famille canadienne-française, pour nous avoir écrit une loi comme celle-là. Évidemment, ça devient un petit peu plus délicat quand on choisit une personne de l'étranger. Et là, le malaise est le suivant, c'est que la loi 99-2000 est complètement différente des motifs qui ont fait naître le Parti québécois. Les motifs qui ont fait naître le Parti québécois, qui sont expliqués par René Lévesque en 1968, c'est l'émancipation des Canadiens français. Dans la loi 99-2000, le peuple québécois est un peuple majoritairement de langue française. Est-ce que ça forme une nation, ça, majoritairement de langue française? Non. Non. Ensuite, composé d'une communauté anglophone disposant de droits consacrés. Est-ce que René Lévesque parlait de ça en 68? Non. Composé de 11, 12, 13, 14 communautés indigènes, autochtones, formant des nations. Composé d'immigrants qui nous apportent un apport incontestable à notre richesse identitaire. Où est le Canadien français? Où sont passés les Canadiens français? Alors, le malaise de Vigile, c'est quoi, au fond? Peut-être c'est Marc Labelle, là, je pense, peut-être le plus, qui est le webmestre. C'est que lui, il ne veut pas de Canadiens français. Il veut un Québec indépendant, francophone et laïque, mais sans la plénitude naturelle, nationale, qui origine de la Nouvelle-France, qui a été vaincue lors des combats de la guerre de 7 ans, qui a combattu ensuite pour avoir des droits nationaux minimums à l'intérieur des différentes étapes constitutionnelles qui ont édifié le Canada. Mais en réalité, je veux dire, le sens de la lutte a changé, mesdames et messieurs. Le sens de la lutte a changé, amis souverainistes. Vous en rendez-vous compte ou pas? Avez-vous vu passer le train? Un combat commence en 1968 pour l'indépendance du Québec. René Lévesque dit c'est pour les Canadiens français. Il les appelle des Québécois, mais il décrit uniquement des Canadiens français pur laine. Ben, puis moi, c'est le marché auquel il s'adresse. C'est la population qu'il veut mobiliser. Et c'est effectivement la population qui se mobilise dans les premières années. Et c'est au référendum de 1980 que les Canadiens français, qui s'appellent Québécois, votent oui. Et c'est au référendum de 1995 que les Canadiens français, qui s'appellent des Québécois, votent encore oui. Ben oui. Les Anglais, qui sont devenus nos compatriotes québécois avec les peuples autochtones et les immigrants qui viennent enrichir notre réalité nationale, etc., sont des Québécois aussi, sont maintenant devenus des Québécois, mais aux deux référendums, massivement, ils votent non. OK? Bon, ça va bien? Vous comprenez? On suit? Tout le monde suit? OK. Alors, tout ce monde-là, divisé en deux, forme une nation. Mettez ça dans votre pipe. Ah oui, ah oui. Mettez ça dans votre pipe. On forme une nation, nous, avec deux entités opposées systématiquement sur les grands enjeux. Notre communauté nationale québécoise aux droits consacrés. Ah, ben c'est normal que Legault accorde des subventions et
et des avantages qui donnent les terrains de l'hôpital Victoria et qu'ils financent abondamment les institutions anglophones. Ce sont nos compatriotes, après tout. Alors, il faudrait sortir un peu de cette hypocrisie où est-ce qu'on demande à Legault de financer de manière plus équitable les Canadiens français dans le domaine de l'éducation et de la santé. Mais il faut arrêter d'être des hypocrites ou de se cacher la tête dans le sable. Et là, je m'adresse à ceux qui défendent la langue française bec et ongle. Les amis du gouvernement du Québec qui défendent la langue française bec et ongle, le mouvement impératif français, le mouvement Québec français et certains individus qui sont en pointe dans ce combat-là, ils ne veulent pas politiser le combat. Ils ne veulent pas dire que c'est une lutte entre deux nations. C'est toujours une lutte à l'intérieur d'une nation, à savoir qui va avoir les subsides ou va avoir les subventions provinciales. Mes chers amis qui défendez la langue française, ce que je vous dis, c'est que vous devez combattre la loi 99. C'est la cause de cette distribution des richesses. Les Canadiens anglais ont des droits consacrés au Québec. C'est un relent du colonialisme, ne l'avez-vous pas vu? Ne voulez-vous pas le voir? Vous voulez rester la tête dans le sable comme des autruches? Vous ne voulez pas aborder la question nationale sur ce front-là parce que c'est trop, c'est une vérité qui est trop brutale ou trop réaliste? Ou parce qu'il faut garder l'unité des Québécois en cas d'un prochain référendum, ou est-ce qu'il faudra courtiser ceux qui nous mangent la laine sur le dos pour qu'ils votent oui? Alors, il me semble que mon message est clair. Je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec leurs patins. Notre État, le Parti québécois, le Bloc québécois, etc. Je pense qu'ils continuent de faire du millage, qui est parti avec ça, qui est complètement dévoyé, qui a changé complètement de ligne depuis, et on peut retracer les étapes, hein, comme je l'ai mentionné. Il y en aurait d'autres. On pourrait parler, par exemple, de l'arrivée de Claude Morin au Parti québécois. Ben, je voulais t'en parler justement de Claude Morin. Est-ce qu'il est encore en vie, M. Morin? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul qu'il a, il est satisfait de sa stratégie référendaire? Est-ce que c'est un gars qui peut mourir la conscience tranquille? Je ne sais pas. C'est une personne qui est retirée à l'heure actuelle. Je crois qu'il est assez âgé. On peut le laisser dans la tranquillité de sa vieillesse. Je pense que c'est un homme qui est un haut fonctionnaire, c'est un technocrate. Et il n'est pas le seul responsable. La responsabilité, elle appartient à un état-major extrêmement faible au niveau du Parti québécois en général, à une doctrine bancale et à l'infiltration fédérale directe. Et autrement dit, au dilettantisme de l'état-major du Parti québécois à l'époque de René Lévesque. René Lévesque aimait mieux faire des petits pas pour avoir un bon gouvernement provincial qui ferait des bonnes réformes pour le Québec et puis tout ça. Alors, quand on nous parle du Parti québécois, des fois, ceux qui viennent nous vanter le Parti québécois, ils nous sortent une carte avec les réalisations du Parti québécois. Qu'est-ce que le Parti québécois a été? C'est un bon parti provincial, c'est tout ce qu'on peut dire de lui. Ben voyons, Sur le plan constitutionnel, il a foiré tout ce qu'il a entrepris parce que son approche constitutionnelle n'était pas réaliste et était menée par des amateurs. Qu'est-ce que tu fais des enfants de la loi 101 qui pullulent partout au Québec? J'ai de la misère à me promener dans les rues à Montréal comme il y en a. Les enfants de la loi 101. Qui parlent français, mais qui sont d'origine ethnique différente? C'est ce que tu veux dire? Il y en a quelques-uns. Ça représente peut-être, parce que moi, je suis à Montréal depuis une dizaine d'années et plus maintenant, et je le constate ici, le combat culturel que menaient les Québécois à l'époque, et il y avait une effervescence dans les années 50, 60, 70 qui est perdue aujourd'hui.
On dirait que même chez certains nationalistes, leur anglophilie, leur imaginaire tient qu'au modèle américain anglo-saxon. Et Jean-Claude Pomerleau aime bien les appeler les nationalistes trudeauistes pour montrer comment les nationalistes au Québec ont tombé dans le piège du multiculturalisme, du politiquement correct, et on a dilué complètement ce mouvement-là. Puis aujourd'hui, on se voit menotté. Et toi, tu es un de ceux qui lance un cri du cœur, on le voit là. Puis cette sortie-là ce matin, Gilles, je pense que tu vas accepter des débats. Tu as parlé de Marc Labelle, que je connais bien, qui va sûrement vouloir répliquer. Le mouvement impératif français qui, oui, mène un combat, mais comme tu dis, on ne veut pas toucher à la racine du mal. On a beaucoup de misère à identifier nos ennemis. On est dans le ronron. On est dans le ronron souverainiste avec des idées toutes faites, puis on se raconte des histoires. Le problème avec les enfants de la loi 101 et le problème avec l'ensemble des immigrants ou des gens qui sont arrivés ici, c'est que la base de ça, c'est qu'on a renoncé à notre identité canadienne-française pour avoir une identité neutre. Le Québec est à faire par ceux qui l'habitent. Il n'y a pas de point d'ancrage. Oui, il y en a un. Il y en a un point d'ancrage. C'est la belle langue française. On va s'unir autour de la belle langue française. Ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne fait pas un pays avec une langue française. On fait un pays avec une histoire à l'intérieur de laquelle la culture, la langue, tout ce qui est, on pourrait parler de plénitude nationale. Si on ne défend pas notre historicité, si on ne défend pas nos antécédents, si on ne défend pas le caractère séculaire de notre combat, de la réussite que nous avons eue par le fait que nous nous sommes maintenus en vie et que nous avons atteint un certain niveau dans la société, c'est tous ces éléments-là. Alors, on a retiré de l'école l'enseignement de l'histoire nationale en grande partie. Si elle est enseignée de manière de neutralité, etc. Alors, le nationalisme, le patriotisme, les valeurs nationales sont évacuées pour ne laisser qu'une langue française sèche. Ah oui, oui. Très belle. On demande d'apprendre le français à des Dominicains ou à des Jamaïcains ou à des gens qui viennent d'autres pays. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il n'y a pas de valeur associée à ça parce que nous sommes, sur le plan culturel, des anglophiles et des admirateurs des États-Unis. Alors, si on ne veut pas se donner une dimension nationale qui soit plus riche que simple apprentissage à l'école du français, ça ne marche pas. Ça marche on ne veut pas survivre, on veut rayonner dans notre... oui, on veut rayonner dans ce qu'on est profondément et essayer de vouloir être toujours les autres. Ça nous perd. C'est ça qu'on s'aperçoit aussi. Et en même temps, le gouvernement du Québec donne des montants d'argent à la communauté anglophone pour, disons, se donner des institutions de luxe et de haut niveau en santé et en éducation avec l'argent de l'ensemble des contribuables. Alors, quel message qu'on envoie? La langue française au Québec, par le gouvernement québécois et par ceux qui défendent la langue française, c'est une langue de perdants. Jamais ça pourra rivaliser avec l'attraction que représente l'anglais, alors que l'État du Québec est à moitié vendu à l'anglais, même s'il parle des deux côtés de la bouche. Mais on voit bien où est-ce que va l'argent.
Exactement, puis c'est monsieur... Dans la première version du programme du Parti québécois de 1970 que j'avais sous les yeux tout à l'heure, il était dit que un recensement serait fait pour mesurer le poids démographique réel de la communauté anglophone au Québec et que le financement en éducation et en santé ne leur serait accordé qu'à la hauteur de leur masse démographique. Oui. On n'a jamais fait ça. On n'en est plus là. L'autre chose, c'est qu'on a accepté, on voulait tellement l'indépendance qu'on a accepté de se faire dire par Trudeau qu'on était une majorité. Ah oui. On n'est pas une majorité. On est d'abord Canadien. On fait partie du Canada. Le Québec n'est pas un pays. Le Québec est une province. On fait partie du Canada. C'est quoi les francophones au Canada? C'est une minorité. Nous sommes une minorité d'un océan à l'autre. Mais ici, au Québec, avec la grandiloquence du discours souverainiste, ça fait 50 ans qu'on se prend pour une majorité en décroissance, qui est obligé de subventionner sa supposée minorité anglophone qui fait donc pitié. Je veux dire, Trudeau nous a bien eu. Trudeau nous a bien eu avec sa loi sur les langues officielles en 1969. Il a fait en sorte que il a divisé les Canadiens français et les Acadiens en deux. Les minoritaires et les majoritaires. Nous autres, on a tombé dans le piège. On est des majoritaires au Québec parce qu'on est au Québec. En réalité, notre statut prédominant, notre statut réel, c'est d'être des colonisés dominés par le Canada et de faire partie d'une minorité canadienne. On fait partie de la minorité au Canada, les francophones du Québec. Ah oui, ah oui, ah oui. Les Anglais, quand ils l'ont vu passer, Trudeau... On donne un statut honorable, envieux, respectable, une dignité complète. Comment tu veux qu'on donne, qu'on crée un modèle auquel tout le monde veut appartenir parce que c'est un modèle de gens qui prennent leurs affaires en main, qui montrent qu'ils veulent diriger leurs affaires, etc. On se bat, on se leurre. On est dans des illusions. Et de penser qu'on va contrôler l'État du Québec. L'État du Québec est un État canadien. Il est soumis à la Constitution canadienne. Et l'État du Québec a toujours été d'une frilosité incroyable. Et aujourd'hui, pas moins qu'avant. Et nous avons là des chambranlants, des personnes chambranlantes. Il n'y a pas là l'énergie, la conscience et la compréhension des rapports de force et de la position délicate dans laquelle nous nous trouvons pour que l'État du Québec puisse jouer entre nos mains parce que à la moindre occasion que le gouvernement du Québec va essayer de rétablir la balance en faveur des Canadiens français, les Anglais vont se lever et vont être soutenus par Ottawa et le gouvernement du Québec va être obligé de se plier et de prendre son trou, ni plus ni moins. Alors, la seule possibilité de nous redonner de la puissance, de la prestance, de nous redonner une qualité nationale, c'est de reprendre notre nom de Canadien. Ça demande... De Canadien français. D'abord, il faut arrêter de dire que nous sommes deux peuples fondateurs. C'est faux. Il y a un peuple fondateur. Nous sommes le peuple fondateur. Nous avons des droits 150 ans avant les Anglais. Quand les Anglais sont arrivés, il y a 60 000, 65 000 Canadiens qui sont restés parce qu'ils étaient des Canadiens. Ils ne sont pas retournés en France. Nous sommes les Canadiens. Nous sommes le peuple fondateur. Nous avons des droits historiques. Nous sommes méprisés par le Canada depuis la conquête. Nous n'avons jamais réussi à obtenir un statut national à l'intérieur du Canada de manière explicite.
ni à l'intérieur du Québec. Le gouvernement du Québec ne reconnaît pas les Canadiens français. Il reconnaît d'autres nationalités qui prospèrent à l'intérieur du Québec, mais les Canadiens français, non, parce que de toute façon, les Canadiens français, c'est vieux, hein, c'est vieux jeu, puis c'est passéiste, puis les Canadiens français, c'est des gens qui pensent qu'ils vont perdre les Rocheuses, puis c'est des gens qui vont perdre le chèque de pension, puis c'est des gens qui sont un petit peu arriérés, tu sais, qui ne sont pas instruits, qui n'ont jamais réfléchi. C'est vieux, ça, hein, c'est vieux jeu. Mais à Québécois, oh, 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 là, t'es moderne. Là, tu parles. Là, tu es en voiture. Alors, vas-y, mon Québécois. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et, on y a été avec notre québécitude. Alors, donc, moi, je ne suis pas là pour envoyer des fleurs parce que je ne me présente pas aux élections. Je suis là pour dire qu'est-ce que j'estime être la réalité nationale. Personne n'aime en parler parce que naturellement, c'est un peu déplaisant. Je n'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer à personne. Et puis, prenez-le pas. C'est, selon moi, la réalité. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus. Mon idée est faite là-dessus. Elle est assez articulée. Je connais mon histoire, pas comme un sociologue ou comme un historien qui est obligé de faire des concessions parce qu'il est vérifié par ses pairs et puis s'il dit des affaires qui ne sont pas dans le sens de qu'est-ce qu'il faut dire, il n'aura pas son diplôme. Alors, comme je fais des études de manière indépendante, je ne suis pas soumis à la hiérarchie académique. Et puis, ce qui me donne la liberté de parole. Et puis, voilà. Alors, au niveau de la Fédération des Canadiens français, nous arrivons à un certain nombre de conclusions. Écoutez la vidéo de 1 heure avec mon petit cousin Alexandre Verrier. Allez voir les articles que nous avons en ligne sur toutes sortes de sujets, mais qui frappent toujours sur le même clou, qui sont sur mon blog personnel. Gilles-Verrier, blogspot.com. Alors, c'est le message que j'ai à dire. Et je pense que comme c'est là, il n'y a pas personne qui dit ce message-là. Il n'y a pas personne au Québec qui va avec un message aussi. Je ne suis pas un radical, je suis pas une personne. Je veux juste que les gens réalisent quelle est la réalité. Je suis réaliste. Je crois que c'est Marc Labelle, je ne dirais pas que c'est lui, là, mais je pense que c'est Marc Labelle qui a mis la... Il dit il faut être réaliste. Oui, OK, il faut être réaliste, mais là, il faut se parler. Parce que c'est quoi être réaliste? On continue comme avant? On s'en va où, là, avec le Parti québécois, avec la CAQ? Là? On s'en va où, au juste? On continue à perdre des plumes. On continue à perdre des plumes. La CAQ se fait élire avec des boniments qui vont aller courtiser les Canadiens français, mais une fois au pouvoir, ils continuent à gérer l'État profond comme il a été toujours géré. Autant à l'époque du Parti québécois qu'à l'époque du Parti libéral, l'État profond du Québec est un État qui appartient au fédéral, qui appartient aux anglo-saxons, et qui aménage la réalité pour faire en sorte que les Canadiens français restent endormis. En gros, c'est ça, c'est-à-dire les nourrir de faux espoirs. Alors, on se laisse nourrir de faux espoirs et d'une fois à l'autre, on est déçu, mais là, on se relève parce qu'il y a des nouveaux faux espoirs. Mais, mes amis, le référendum de 1980, c'était quelque chose qui avait été recommandé par les fédéralistes. Ah, le référendum de 1980, il y a eu de la tricherie, mais est-ce qu'on a contesté la tricherie? Mais non. Le référendum de 1995 qui répétait la même formule perdante. La même formule perdante. On s'est fait voler. Ah, mon Dieu, on s'est fait voler le référendum. C'est donc terrible. Ah oui? Mais Jacques Parizeau a dit non, on ne s'est jamais fait voler le référendum. Alors, qui dit vrai, là? Parizeau, il est mort en refusant de dire qu'on s'était fait voler le référendum.
Et Lucien Bouchard qui a éliminé Là, il toute y en a. preuve du référendum. Hein? Ils ont fait éliminer tous les bulletins pour pas être sûr qu'on ne recompte pas rien de ça. Bon, c'est de la. Écoute. Ah ouais, ouais, ouais. Je suis Écoute, d'accord avec on fait toi. rire Il de dit. nous autres Ah ouais, ah avec. ouais, on fait On rire de fait nous rire autres. de nous autres, mais ça n'a pas de bon sens. On est humiliés continuellement, mais il faut aimer ça, puis il ne faut pas lâcher. Puis si tu dis que tu es Canadien-Français, ben c'est toi l'ennemi. C'est toi l'ennemi parce que tu viens dire quelque chose que tu ne devrais pas dire. Voyons, donc, on est des Québécois. Canadien, français, c'est vieux, c'est ancien. D'où c'est que tu sors ça? C'est pas bon, là. Je veux dire, les immigrants, je ne sais pas trop pourquoi, là, ça ne marche pas, là. Ah Ah non? non, 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 non. Puis je connais un petit peu l'histoire des Franco-Américains. Puis je regarde un peu l'état de la situation du français au niveau de l'éducation. Tu parlais du financement des universités. Et les Franco-Américains ont subi exactement, sensiblement, le même sort à l'intérieur même de la communauté franco-américaine qui s'anglicisait à grand V. On avait le même genre de réflexion qu'on pouvait s'ouvrir à l'anglais et que c'était bien pour notre jeunesse. Et on est devenu anglophile aussi par le système canadien Là, qu'on appelle le soft power. Et ouais, mais moi, là, j'ai il une faut le. question difficile à te poser là-dessus, Gilles, Vas-y, sur ton Carl. patriotisme que tu définis comme étant un amour qui vient du cœur, hein? Et par rapport aux connaissances en histoire que tu peux avoir de ton peuple, des épreuves qu'il a subies. Puis, quand on regarde Lord Durham et son rapport de 1840, où il donne la recette noir sur blanc de comment nous éliminer, et on voit aujourd'hui des gens refuser la théorie du grand remplacement, ou en tout cas de constater le changement démographique du Québec, entre autres depuis le référendum de 95. Où situe ton patriotisme là-dessus? Moi, j'ai un amour et pas, pour qu'on assure la pérennité de cette société-là canadienne-française en Amérique. Où en est ton patriotisme à ce niveau-là face à nos adversaires? Ben, c'est d'abord de se retrouver nous-mêmes. Je veux dire, c'est d'abord de reconstituer un peuple patriote, d'abord de réunir un noyau chaud patriotique et pas fanatique, pas ultranationaliste, simplement réclamer des droits légitimes qui devraient nous être accordés et les réclamer. Je veux dire, on a demandé de faire une modification à la loi 99-2000. C'est assez modéré comme exigence. C'est une revendication qui voudrait que les Canadiens français soient reconnus au sein de la diversité québécoise. Disons, on reconnaît des nations bénaquises ou des nations autochtones là, qui peuvent compter 1000 ou même, je pense qu'il y en a une qui a moins de 1000 habitants qui est reconnue comme une nation. Quelle générosité de la part de l'État du Québec. Mais l'État du Québec, même si on était juste 50 000 Canadiens français qui sont prêts à se dire Canadiens français, on n'est pas une nation, nous autres? Non, nous autres, on n'est rien. Nous Entre autres, on autres, n'est rien. On est oui, puis des francophones. tu réclames notre autochtonité. Tu dis que lors de voyons, 1760, voyons, j'oublie le nom excuse-moi, 1760, notre occupation par les Anglais, le changement de régime, excuse, j'ai complètement perdu ma question, mais on parlait de patriotisme. Ah oui, puis c'est ça, ce grand remplacement-là. Moi, j'ai souvent la réflexion parce qu'on disparaît tranquillement en ce moment, puis on trouve ça cute, mais il y a aussi nos ennemis qui ont travaillé fort pour nous voir disparaître. Et certains comme Frédéric Bérard, entre autres, là, ce grand constitutionnaliste québécois, qui n'arrête pas de remettre en question, à toutes les fois que quelqu'un parle du remplacement de la population canadienne-française sur le territoire canadien, on a des gens ici au Québec qui ont ils ont la gâchette facile pour nous condamner. Mais c'est écrit noir sur blanc avec Lord Durham. Puis avec le référendum de 95, suite à ça, on a Christos Syros qui a dit que
nos velléités indépendantistes vont tomber après ce référendum-là parce qu'on va nous noyer dans l'immigration. Il y a des enjeux démographiques que j'aimerais que tu abordes qui sont pressantes en ce moment. On dit que les Canadiens français vont être minoritaires si la situation perdure d'ici 2042. Donc, on sait que dans le nationalisme canadien-français, il y a toujours eu cette peur de disparaître, mais là, elle doit être présente en ce moment et elle est absente. Elle est complètement absente. Oui, mais je veux dire, le problème, c'est qu'il faut récupérer les immigrants à l'intérieur de notre propre nation, dans le sens que nos propres nationaux sont des immigrants. Ils sont des anglophiles, ils sont pro-américains, ils sont dans toutes les... alors, donc, le premier bassin d'immigration à récupérer, c'est les Québécois de la québécitude de souche. Je veux dire, tu peux pas, à quoi tu veux ramener ou rallier les immigrants qui arrivent ici, puis qui ils vont apprendre à l'école le français parce qu'ils sont obligés, mais ils vont vivre leur vie comme des immigrants anglo-saxons, puis américanisés, puis tout ça. Ils ne viennent pas ici pour nous faire plaisir ou pour se joindre à un peuple qui ne veut même pas se tenir debout lui-même. Alors, la première fin de l'immigration, c'est de notre immigration mentale et patriotique interne, dans le sens que notre peuple est en pleine dissolution. On avait parlé de Québécois parce qu'on pensait faire l'indépendance du Québec, mais le Québécois en 1968, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Canadien français pur laine. Aujourd'hui, le Québécois, il n'y a plus de Canadiens français dedans. Non, puis sa démographie diminue. Arrangez-vous avec ça, mes amis. Vous voulez intégrer les immigrants. Il n'y a rien à intégrer les immigrants. On n'est pas un noyau autour duquel les immigrants peuvent s'intégrer. On représente rien en termes de fierté nationale bien comprise. Tout ce qu'on demande, c'est la langue française à l'école. Mais la langue française n'est pas suffisante pour constituer la plénitude nationale. Une chose qui aurait pu être faite, c'était de conserver le crucifix à l'Assemblée nationale, comme je l'ai mentionné, pas nécessairement parce que nous sommes tous pratiquants ou pour demander à tout le monde de pratiquer, mais il y a bien encore des symboles de la monarchie britannique à l'Assemblée nationale qui semblent déranger personne. Pourquoi il n'y aurait pas eu le crucifix à l'Assemblée nationale? C'était un marqueur de notre identité nationale historique qui aurait dû demeurer là. Là, ça aurait été une manière de nous affirmer. Non. La façon dont on essaye de s'affirmer par rapport aux immigrants puis par rapport au reste du Canada, c'est que nous, on est des laïcs. On est plus laïcs que les laïcs. Il faut être très laïque. Pourquoi? Pour combattre les musulmans. Alors, je veux dire, si on ne veut pas rien conserver de notre héritage, nous sommes que des Américains anonymes qui parlent français, qui sont dispersés dans... Il n'y a pas de cohésion nationale. Il n'y a pas de cohésion nationale. La langue française ne fait pas une cohésion nationale si elle n'est pas rattachée à des valeurs, à des sentiments, à du patriotisme, à une culture, à des choses qu'on est prêt à défendre. Tout ce qu'on est prêt à défendre, c'est la langue française et la laïcité. Ça va faire des enfants forts, ça. Ah oui, très d'accord. On est très, très bien dilués. Moi aussi, je le prône, j'ai eu un cheminement là-dessus. De juste le fait, le drapeau qui est en arrière de moi questionne beaucoup de personnes et je suis content, tant mieux. Et je me le fais dire par plusieurs Français. C'est quoi ton drapeau que tu as en arrière de toi? Donc, ça nous permet d'aborder ce peuple-là qui est nié à travers l'histoire canadienne orangiste. Et il faut en être conscient que Jean Chrétien s'amusait beaucoup à dire que les Québécois n'aiment pas entendre parler de constitution, ils aiment entendre parler de job, job, job. Hein? Et non, il y a des phénomènes qu'on doit que les Anglais ont réussi à nous passer facilement et sans qu'on puisse réagir. Gilles, pour terminer, j'ai un texte que 2 petites secondes, j'ai juste pas mis le bon partage d'écran.
Tu m'excuseras 2 secondes. C'est un texte que tu as écrit. Je vais juste le mettre à l'écran. Donne-moi 2 petites secondes. Voilà, ici. Je l'ai. Un texte que tu as fait paraître le 3 avril sur le Canada, l'Ukraine, les nationalités internes sous la loupe. J'aimerais beaucoup qu'on parle de ça ensemble. Là, je ne l'ai pas, malheureusement. Jean-Marc, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, j'essaye de juste partager le texte à Gilles. Ah, là, je vais l'avoir. Voilà, là, je l'ai. Excusez-moi, tout le monde. Excuse-moi, Gilles. Donc, je vais le mettre à l'écran. On ne le voit pas très bien, mais tu questionnes, donc je vais l'éliminer parce qu'on ne le voit pas. Je peux le résumer. J'invite les gens à aller le voir sur ta page Facebook. Tu parles des politiques linguistiques qui ont cours en Ukraine depuis plusieurs années. Et non, c'est qu'on voit mal on voit mal le texte, donc ça ne sert à rien de le mettre à l'écran. Mais je veux devoir réagir là-dessus parce que moi, je suis un des rares au Québec à dénoncer les positions en matière internationale de nos nationalistes québécois. Tu en parlais tantôt, on a réussi à reprovincialiser nos nationalistes, se sentir très bien dans un contexte provincial. Et là, dans la guerre en Ukraine, toi qui suis de près ce dossier-là, qui s'est attardé à étudier un peu l'histoire de la Russie, tu es un de ceux qui a dit, je me rappelle, qu'on aime voir les Russes à genoux, qu'on n'aime pas ça voir des pays défendre leurs intérêts. On n'est pas habitué ici en Occident maintenant de tenir compte de nos intérêts nationaux. On l'a tellement dilué qu'on n'en a plus connaissance. Mais en Russie, il y a un sentiment qui s'est développé à travers les années en Ukraine où la culture russe n'a pas été respectée. Et j'essaie de faire souvent le parallèle avec le Québec, où comment réagiraient les Anglo-Saxons si on avait les politiques linguistiques de Zelensky et de l'Ukraine? Comment Chrystia Freeland réagirait à Ottawa si, entre autres, on faisait comme les Ukrainiens et on interdisait l'anglais et que même on se permettait de brûler des citoyens anglais parce qu'ils manifestent pour des droits des anglophones au Québec, que nous, au Québec, on ferait comme à Odessa. Tout de suite, là, pendant les événements du Maïdan, on brûle vif environ 50 Russes dans un bâtiment et on voudrait que les Russes restent gentils face à ce phénomène-là ukrainien qui est carrément là, on retourne aux pratiques quasiment des nazis. Là. On interdit la culture russe. Même qu'au début de la guerre en Ukraine, on a interdit aux athlètes russes, aux artistes russes de performer ici en Occident. Parle-moi des politiques linguistiques en Ukraine, puis parle-moi de ce que le Québec, comment le Québec là-dedans devrait réagir face à ce phénomène-là. Les politiques linguistiques en Ukraine, notamment dans l'enseignement, dans la vie publique, dans la presse, un peu partout, sont des politiques discriminatoires. C'est-à-dire que l'Ukrainien a un statut dominant, un statut spécial, et les langues minoritaires, que ce soit les langues hongroises, que ce soit les langues ruthènes, que ce soit le russe ou le russe ukrainisé, ces langues-là sont réprimées. Alors, il y a de la discrimination linguistique officielle et les anglo-saxons ne disent rien parce que ça fait leur affaire. Ça fait leur affaire qu'il y ait de la discrimination parce que ça nuit aux Russes, ça augmente les conflits régionaux, qu'ils essaient de faire jouer ou de faire travailler en leur faveur de la domination du monde. Et ce qui gêne la domination du monde des anglo-saxons, qui est une domination du monde qui est bâtie sur des règles qu'eux seuls connaissent et eux seuls édictent, ils ont leur pouvoir organisé à travers les Five Eyes et à travers l'OTAN. C'est eux qui mènent ces institutions-là. Et les pays qui veulent faire tomber pour avoir une domination complète sur le monde et établir finalement leur volonté partout,
au nom de la démocratie, bien entendu, au nom des valeurs les plus nobles dans certains discours là, de leurs propagandistes. Mais en réalité, ce qui est en jeu, c'est la domination complète du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher la diversité mondiale. Donc, ça veut dire mettre fin à la Russie, mettre fin à la Chine, mettre fin à la Corée du Nord, mettre fin à tous les pays qui s'opposent au règne anglo-saxon, au règne américain. Alors, malheureusement, ça ne semble pas se passer comme ils le souhaitent à l'heure actuelle parce qu'il y a des oppositions à ça qui se manifestent. Il n'y en a pas beaucoup au Québec parce qu'au Québec, on veut une indépendance, mais on veut une indépendance de vassal. On veut une indépendance d'un pays soumis et vassalisé, mais en même temps, on n'a peut-être pas la force non plus pour, disons, on aurait la force, mais je veux dire, ça fait longtemps qu'on se laisse faire, même si on prétend qu'on fait quelque chose. Je veux dire, tout le mouvement souverainiste est une vraie risée dans sa façon de ne pas se tenir debout, là. Mais disons qu'il y a des pays où il y a des endroits à travers le monde où on se tient debout. La majorité des pays, la majorité de la population du monde échappe maintenant à l'ordre politico-militaire, économique américain, anglo-saxon. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. Moi, le péril jaune, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Que la Chine ait de la puissance, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Que la Russie ait de la puissance, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Je pense que pour avoir un monde apaisé, ça prend un monde qui se parle et ça prend un monde où les puissances et les pays se respectent les uns les autres. Alors, il faut rétablir la place de la diplomatie dans la politique internationale, une place qui a grandement souffert de gestes unilatéraux et d'attaques militaires unilatérales qui ont été commencées par les États-Unis sous différents prétextes fallacieux, sous différents prétextes exagérés et faussés. C'est-à-dire, les États-Unis, on ne compte pas leurs assauts militaires contre des petits pays pauvres en créant des espèces de bonhommes de paille, des espèces de monstres, là, comme Saddam Hussein, puis là, l'opinion publique, après ça, c'est Kadhafi. Après ça, c'est un autre, Saddam Hussein, Bachar el-Assad. Ah oui. Là, c'est un autre, puis c'est un autre polichinelle, mais à chaque fois, ils attaquent. C'est eux autres qui attaquent tous les pays. Hein? C'est les États-Unis qui attaquent tous les pays avec une extrême violence. Et pourquoi? Pour les mettre sous leur domination, parce qu'ils sont incapables de vivre dans un monde multipolaire, ils sont incapables d'accepter qu'ils ne soient pas les maîtres du monde. Et le problème avec la Russie, c'est que la Russie leur tient tête, elle n'accepte pas de se soumettre à l'Empire américain. Et l'OTAN, et les États-Unis, les Anglo-Saxons, dans le fond, pour résumer, utilise l'Ukraine. Jusqu'au dernier Ukrainien. Est massacré pour des intérêts qui ne sont pas les siens. La paix est possible demain matin entre la Russie et l'Ukraine. Le problème, c'est l'OTAN. Le problème, c'est les Américains, c'est l'OTAN, c'est les vassaux, l'Union européenne, qui empêchent la paix dans le monde et qui empêchent la résolution pacifique des problèmes. Alors, naturellement, ceux qui lisent la presse, le Journal de Montréal, puis qui écoutent Radio-Canada, pour eux autres, c'est du chinois parce qu'ils ne comprennent pas ça. Je comprends qu'il y a des gens qui sont profondément intoxiqués par une vision des choses unilatérale et c'est très dommage, mais ça fait partie de la trahison du nationalisme québécois des années 60 jusqu'à aujourd'hui. On a refusé de se donner une vision des choses qui était autre que celle de la vision américaine. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a à offrir aux immigrants? Nous sommes des anglo-saxons qui parlent français et qui refusent leur passé historique. Qu'est-ce que tu veux qu'on donne aux immigrants? Qu'est-ce que tu veux en quoi pouvons-nous constituer un noyau désirable pour les immigrants? Il y en a qui vont le faire pour quoi?
par affinité, parce qu'ils ont des chums, parce qu'ils se font. Mais je veux dire, c'est pas une solution d'avenir, c'est une solution ad hoc, c'est une solution de bout de chemin, c'est une solution sans pouvoir d'État. On n'a pas le pouvoir d'État parce que l'État du Québec, sous le Parti québécois, a reconnu aux anglophones des droits consacrés. Imagine-toi donc. On a reconnu, l'État du Québec, le Parti québécois a reconnu à la communauté anglophone du Québec des droits consacrés. Alors, on ne peut pas bouger, c'est inamovible. C'est inamovible. Alors, il faut. Pourquoi eux ont des droits consacrés, puis nous autres, on n'existe pas? Ah, c'est épouvantable comment ils nous ont C'est quoi? embarqués, comment ils nous ont Ça fait des années que hypnotisés. je répète ça, mais personne ne semble vouloir allumer. Tu sais, c'est beau, l'État du Québec, c'est notre Les État, enfants de la on loi s'en va 101. quelque part. Qu'est-ce que tu veux? Il va Gilles, falloir que les gens allument et il est tard. exactement, il est minuit moins une, mais même il y en a qui disent qu'il est minuit et demi. Mais on va essayer de garder la flamme. Gilles, merci beaucoup d'être venu. Peut-être une dernière petite question, parce que moi, je tape sur le clou là, depuis 2-3 semaines sur l'émergence des BRICS. Est-ce que pour toi, ça serait réaliste qu'il y ait un chef politique au Canada? Parce qu'on sait que même peut-être le Mexique veut demander son adhésion aux BRICS pour sortir de l'hégémonie américaine. Penses-tu que le Québec pourrait avoir cette marge de manœuvre-là, puis être capable de développer un groupe crédible qui dit hey, wow, face à l'effondrement de la monnaie américaine, qui n'est pas encore là d'ailleurs. Hein? Les gens Écoute, ouais, Carl, tant que les souverainistes vont être vendus à leurs bourreaux, ouais, impossible. tant que les souverainistes vont être vendus à ceux qui nous font disparaître puis vont leur lécher les bottes, il n'y aura rien à faire. Alors moi, je vis bien avec ça, là. Je fais juste dire que c'est comme ça. Mais comment il s'appelle, là, Yves-François Blanchette, là, qui rampe à Ottawa là, pour aller lécher les bottes de Trudeau. Puis, je veux dire, leurs positions politiques ne sont pas respectables du point de vue de l'intérêt du peuple historique canadien-français, d'un océan à l'autre, du peuple acadien. Je veux dire, il faut que ces gens-là prennent des responsabilités. Je veux dire, ils collectent des gros salaires, comme je pense à, comment il s'appelle, celui qui a écrit des livres là, avant de se faire élire au fédéral, Simon Savard, Pierre-Simon Savard-Tremblay. Je veux dire, on l'entendait parler, puis il y avait des petites pointes d'audace quand il n'était pas élu, quand il faisait ses classes après ses études. Là, il écrivait des livres qui voulaient faire des petites contestations. Depuis qu'il est là, on ne l'entend plus. Hein? Il va aux enterrements, oui, il était très cadeaux de sympathique. Noël, aux épluchettes de blé d'Inde. Et puis, ils disparaissent, ces il gars-là va sont falloir que avalés ces par la machine, gens-là qui sont payés, il va falloir qu'ils se tiennent debout plus que ça. Je veux dire, c'est des lavettes. C'est malheureux. C'est des lavettes. Alors, il faut que ceux qui sont membres en arrière, nous, on essaie de créer une certaine opposition, une certaine lucidité par rapport à ces questions-là, pour qu'il y ait des électeurs, pour qu'il y ait des gens qui supportent ces députés-là et qui les remettent en question, les politiques qui prennent et qui mettent de l'avant. Merci, Gilles. On se reparle. Au plaisir. Toujours un plaisir de t'écouter puis de réfléchir ensemble à notre futur, à l'avenir de notre peuple. Je pense ça me fait grand plaisir. Oui, merci beaucoup. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Alors, merci tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui.